Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri Halud Maundi. Chenni Beri Sigika Foba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les défis sécuritaires pour le Mali en 2018 restent énormes. Pour sa première sortie, le nouveau Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga a choisi l'Algérie, parrain de la médiation dans la crise malienne. Également, nous parlerons ce soir de la visite, de l'invitation de la CMA aux États-Unis et de la réunion des ministres de la Défense des pays du G5 Sahel et de la France à Paris. Nos invités pour parler de ce sujet, Abdoulaye Niang, chercheur au Centre Séné, Ibrahim Maïga, chercheur à l'ISS, et André Bourgeot, chercheur au CNRS de Paris. Je suis Mohamedou Touré. Le grand dialogue. Le processus de paix, c'est une des raisons de la visite du nouveau Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga à Alger. Également, l'ACMA a été invitée. Nous avons vu la réaction du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui disait, je cite, « Au moment où la confiance renaît entre groupes armés et la paix en marche, une ONG américaine dont on connaît le rôle dans les conflits en Afrique se permet d'inviter des membres de l'ACMA. Soyons sérieux, il faut qu'on nous respecte. » Qu'est-ce que cette déclaration représente pour vous, M. Niang? Bon, je pense qu'à cette période de la vie de la nation, mon grand frère, le président de la République, il doit être moins parlant. Il y a beaucoup de petites phrases qu'il lance de nos jours qui ne sont pas utiles de sa bouche, mais plutôt de la bouche d'autres personnes. Il n'y a aucune raison que quand d'autres respectent le conseil, parce que le centre d'Afrique qui les a reçus, ce sont des centres d'études stratégiques, ce sont des centres qui portent des conseils. Je suis content aujourd'hui qu'il y a 3 invités qui sont des centres d'études, donc, ou de recherche. Il me semble que c'est tout à fait logique que les autres parties aillent chercher là où il faut l'information, la formation, l'éducation, pour se préparer mieux à affronter le futur État du Mali. Le futur État du Mali n'est pas connu, même du président de la République du Mali. Parce que simplement, il n'a pas le temps d'écouter ceux qui passent leur vie à faire de la recherche sur le futur du Mali pour qu'on ait un futur meilleur. Donc, en tant que chercheur, je ne trouve pas que c'est bienséant de les critiquer. Et quand il dit également... Pourquoi vous pensez que le président de la République ne devrait pas faire vers la fin de la phrase, quand on cherche des solutions, ces solutions-là, elles ne sont pas là. Qui connaît la solution aujourd'hui? Par exemple, pour tenir les élections locales, régionales, avant avril, qui fait partie des préconditions dans l'accord. Si la résolution 2374 du 5 décembre 2017 doit être respecté, c'est-à-dire que c'est dans l'intégralité que l'accord doit être appliqué, je vous dis, M. Touré, que nous serons en violation de cet accord-là au mois d'avril, parce qu'on ne saura pas faire les élections au niveau cercle, au niveau région, pour l'ensemble du territoire en avril. Ce n'est pas possible. Ils ne le pensent même pas de cette manière-là. Donc on risque d'aller aux élections présidentielles tout juste pour satisfaire la demande de la classe politique et pourquoi pas la demande de la population qui veut aujourd'hui la libre administration au niveau de ses collectivités territoriales. Ibrahim Maïga, une ONG américaine dont on connaît le rôle dans les conflits en Afrique. Est-ce que vous avez compris ce que le président de la République veut dire à travers cette phrase? Alors, j'ai senti chez le président de la République une exaspération vis-à-vis de ces initiatives qu'il considère lui-même comme parallèles. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de parties prenantes dans le processus de paix malien, beaucoup de médiateurs extérieurs, ce qu'on voit moins. Et parmi ceux qu'on voit moins, c'est toute la panoplie d'ONG qu'on qualifie d'ONG de diplomatie parallèle. C'est même comme ça qu'elle ou de médiation. Alors, Independent Diplomat s'inscrit dans cette lignée-là de diplomatie ou de médiation parallèle à l'endroit essentiellement d'acteurs non étatiques. On l'a vu sur d'autres théâtres d'opération en Afrique, mais aussi dans les Balkans et autres. Mais il est important, je pense, comme l'a rappelé le professeur Niang, parfois de mettre aussi
disons, l'adversaire politique dans des conditions, dans des prédispositions de dialogue. C'est-à-dire qu'il ait aussi les outils pour dialoguer, pour discuter avec vous. Sinon, il vient en rang dispersé, il vient avec des revendications hors sol parfois, qui ne tiennent pas compte du rapport de force, qui ne tiennent pas compte d'un certain nombre d'éléments qui lui échappent tout simplement parce qu'il ne maîtrise pas l'art de la négociation et de la médiation. Maintenant, ce qu'on reproche souvent à ces organisations privées de médiation ou de diplomatie, c'est qu'elles ont parfois tendance à outrepasser leur mandat ou leur rôle. Il leur arrive parfois de formuler des recommandations expresses vis-à-vis de ces acteurs-là, ce qui peut parfois sortir du cadre de travail ou de fonction de ces organisations privées. Donc il faut probablement lire cette sortie du président comme une exaspération vis-à-vis de toutes ces initiatives parallèles qui se sont multipliées depuis le début du processus de paix. C'est pas nouveau. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des acteurs moins visibles qui jouent pourtant un rôle actif dans le processus de paix. Il y a aussi une communication de la part de la CMA qui a voulu que la population malienne ou que le peuple malien soit informé de cette visite, qui a fait quasiment passer cette visite comme étant une visite à l'invitation du gouvernement américain, ce qui n'est pas le cas. Et il faut aussi placer les choses dans leur contexte. Aux États-Unis, le système de lobbying est quasiment, c'est la norme. On reconnaît aux citoyens américains, aux citoyens de tous les pays du monde, le fait de recourir à des services extérieurs, soit d'organisations privées, de fondations, pour défendre leurs intérêts. C'est un système qui se passe même au Congrès des États-Unis, et c'est pas du tout anormal pour les Américains en tant que tels de voir des étrangers ou des acteurs étrangers débarquer sur leur territoire à l'invitation d'une organisation privée basée aux États-Unis. D'accord. André Bourgeaud, cette invitation de la CMA aux États-Unis, est-ce un point positif ou négatif pour le processus de paix? Avant de répondre à votre question, je tiens à souligner que je n'ai pas entendu l'intervention de la première personne qui a pris la parole, et ce n'est que maintenant que j'entends très clairement ce que vient de dire le monsieur là, qui vient de parler. Donc je ne peux pas prendre en compte ce qui a été dit. Vous me demandez mon point de vue, je vais donc vous le dire. D'abord, c'est pas la première fois que la CEMA, qui avant ne s'appelait simplement que la MNLA, a des démarches diplomatiques parallèles auprès de pays étrangers. La première démarche qui a été faite, ça a été auprès de Sant'Egidio, qui a été faite par l'intermédiaire d'un think tank français qui a mis en contact les responsables du MNLA avec Sant'Egidio. Ensuite, la seconde chose qui s'est faite, c'est aussi avec la Hollande, légitimée par le fait que c'était une association de culture, de création, d'artistes, etc., etc. Là, ça prend quand même une autre ampleur. Alors, lorsque le précédent intervenant mentionne que ça participe tout à fait du lobbying américain, à ma connaissance, l'ONU, le Conseil de sécurité de l'ONU, ce n'est pas sous la législation des États-Unis d'Amérique. Ils ont quand même aussi, eux, leur propre législation. Alors ensuite, avec le Pentagone, peut-être que ça pourrait renvoyer à la conception du lobbying américain. Mais en tout état de cause, quand même, il y a eu institutionnalisation d'une diplomatie parallèle qui a conduit à faire en sorte que cette diplomatie parallèle a été extrêmement sélective et discriminatoire, puisque ça a été la seule CEMA qui a été conviée à travers le secrétaire général du MNLA, M. Bilal Akcherif, et puis le secrétaire du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, M. Ramas, qui a été quand même aussi le numéro 2 d'Ansar ad-Din. C'est quelqu'un qui est proche des salafistes djihadistes et qui, sauf erreur de ma part, a dû être, je parle au conditionnel, il faut vérifier, qui a dû être sur une liste noire dressée par les États-Unis d'Amérique, comme quoi il relevait d'une appartenance terroriste. En tout cas, il avait cette étiquette-là. Donc on dit, voilà, ça s'est passé, c'est autre chose. Donc c'est quand même une tragédie. Ça me paraît quand même quelque chose de très grave. J'avais cru comprendre que dans le cadre d'un État-nation, il n'y avait qu'une seule diplomatie. Or là, il semblerait qu'il y ait plusieurs diplomaties, dont une diplomatie parallèle, qui va dans le sens d'un haut niveau, puisque, encore une fois, c'est au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU et du Pentagone
chose. Donc c'est une reconnaissance internationale du bien fondé des revendications de la coordination du mouvement de l'Azawad, qui a toujours des revendications indépendantistes. Alors, je pense quand même que cette situation est admirable. Donc, pour en revenir à la déclaration du président Ibeka, la question que je me pose, c'est est-ce que cette déclaration est à la hauteur de la gravité de la situation et de la pratique? J'en sais pour rien. Il appartient au peuple malien d'en définir, d'en approuver, d'en critiquer, d'en faire bon dans le cadre d'une démocratie, plurielle. Mais encore une fois, je dois vous avouer que j'ai été particulièrement ébranlé d'apprendre ça, parce que véritablement, c'est quelque chose qui a été programmé. On ne peut pas obtenir des rendez-vous comme ça avec des ambassadeurs de Suède, etc., je ne sais pas encore de quel pays, sans qu'il y ait eu au préalable une préparation qui a dû durer au minimum 3 mois. Donc cette préparation, apparemment, elle s'est faite d'une manière complètement clandestine et aucun service malien n'a pu déterminer ce qui se passait. Donc, encore une fois, je suis particulièrement étonné. Monsieur Niang, vous voulez réagir par rapport à... Je pense que... oui, cher frère, c'est Niang qui est là de l'autre côté, que vous n'avez pas entendu. J'espère que vous m'entendez cette fois-ci. Je pense qu'il faut qu'on soit réaliste. À partir du moment où les deux parties prenantes ont été reconnues sur le plan international, et que régulièrement ils sont à leur 27e réunion de CESA, on ne parle plus de l'État-nation qui a le monopole de la diplomatie. Les deux autres parties ont le droit de prendre attache avec n'importe quelle autre personne. Si ce sont les erreurs qui ont été commises au moment d'élaborer l'accord, il faut l'admettre. Mais ce n'est pas possible au président Ibeka d'empêcher ces gens-là de prendre contact sur le plan diplomatique. Ce qu'ils pouvaient faire éventuellement, c'était qu'à l'aéroport, qu'on ne les permette pas d'embarquer dans l'avion, il n'y a pas de visa de sortie, mais qu'on ne leur permet pas d'embarquer. Mais si cela n'a pas été le cas, ils ont le droit d'aller là où. Ce que nous voulons dire simplement, Ibeka doit utiliser aussi les ressources intellectuelles qui existent. Et au Mali, il y en a, Dieu merci. Il y a des jeunes dynamiques devant moi qui peuvent apporter beaucoup de contradictions, beaucoup d'analyses, beaucoup d'inputs, mais malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. Et on prend pas soin, on pense que nous sommes des gens de dernière catégorie, et sauf ceux qui... Bon, lui, celui qui vient de parler, on ne va pas prendre celui-là, mais s'il était un blanc de l'autre face, c'est un conseil qu'on va prendre, et on ne va pas prendre le conseil de nous autres là, pourtant qu'ils sont pris pour aller conseiller les blancs. Je crois que c'est ça le dommage de BK. Et ça, réellement, ce n'est pas la peine de perdre du temps sur ça. Si on ne fait pas attention, progressivement, nous allons créer les conditions pour que le grand nord du Mali aille. Et le sud aussi va aller. C'est ce que nous appelons souvent l'effondrement du Mali, le chaos du Mali, et l'émiettement du Mali. Qu'on ne souhaite pas, mais à cause de la politique actuelle, on risque d'aller vers là. Il semblerait que c'est pour éviter ce chaos que le Premier ministre a choisi l'Algérie comme destination pour sa première sortie. Est-ce que vous pensez que c'est le cas, M. Maïga? Alors peut-être juste pour revenir un petit peu à la première question, je pense que je crois qu'il y a toujours un coup médiatique qui est, disons, un peu... Depuis quelque temps, ou même depuis toujours, la marque de fabrique de la CMA, qui sait comment utiliser les médias, notamment les réseaux sociaux. Moi, je ne voudrais pas qu'on fasse qu'on surestime cet acte-là. Effectivement, la CMA a été à l'invitation, il faut le rappeler, de l'ONG Independent Diplomat à New York. Maintenant, je ne sais pas dans les détails comment les réunions se sont organisées. Effectivement, mais si M. Bourgeot a des éléments supplémentaires à nous fournir là-dessus, ce serait intéressant de le savoir pour effectivement apporter une lecture beaucoup plus objective à cette situation. Maintenant, que la CMA rencontre des ambassadeurs, encore une fois, je ne sais pas, est-ce que c'est pas le Conseil de sécurité réuni que la CMA a rencontré à ma connaissance. Après,
que la CEMA rencontre des ambassadeurs individuellement, effectivement, c'est peut-être au gouvernement malien. Et on m'a informé justement que le gouvernement du Mali ne dispose pas d'ambassadeur depuis le départ de Tiena, de M. Koulibaly, qui est aujourd'hui ministre de la Défense. On a un représentant permanent auprès de l'ONU à New York, mais pas d'ambassadeur accrédité à Washington. Et donc, j'imagine qu'il y a un chargé d'affaires, mais qui ne remplit pas les fonctions d'un ambassadeur. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a des détails qui nous manquent, mais sans avoir une analyse émotive de la situation, je pense que quand même qu'il ne faut pas surestimer non plus ce tact-là. Après, par rapport à la rencontre par rapport au déplacement du Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga à Alger, c'est quand même après des consultations avec les acteurs politiques maliens qu'il a entamé cette visite. Et si vous voulez, ça s'inscrit un peu dans sa feuille de route, même si pour le moment il n'a pas fait de déclaration de politique générale. On sait très bien qu'il est là non seulement pour relancer un petit peu cet accord, la mise en œuvre de l'accord de paix qui est clairement en panne, pour ne serait-ce que poser des actes symboliques dans le centre du pays pour améliorer la situation sécuritaire, mais aussi organiser les élections législatives et présidentielles, régionales même, les régionales et locales. On est donc dans une année électorale et l'Algérie joue un rôle majeur. L'Algérie, c'est le médiateur dans la crise malienne. L'Algérie a abrité les négociations de paix, les discussions qui ont abouti à cet accord de paix qui est présenté comme l'un des outils. Parce que, voilà, on a plusieurs outils, mais l'un des principaux outils de sortie de crise actuellement, considérés par les parties maliennes elles-mêmes, en tout cas dans leur majorité. Maintenant, il y a des voix critiques qui sont là, l'opposition, une partie de la société civile, mais quoi qu'il en soit, les autorités et les mouvements signataires eux-mêmes considèrent que c'est un outil de sortie de crise. Donc l'Algérie est un acteur important. L'Algérie, c'est un pays qui partage 1400 km de frontière avec le Mali. L'Algérie a une importance, sans surestimer l'importance de l'Algérie pour le Mali, disons capitale dans le nord du Mali, a une influence considérable dans le nord du Mali, une influence économique, une influence politique, une influence humaine aussi dans le nord du pays. Je pense que M. Bourgeot pourra en parler davantage que moi. Maintenant, il est parti probablement négocier, et ça on le dira jamais dans les communiqués officiels, négocier aussi peut-être la tenue des élections, peut-être un coup de pouce de l'Algérie pour bousculer un petit peu les parties signataires. Donc il y a des enjeux sous-jacents qui ne sont probablement pas reflétés dans le communiqué officiel du Premier ministre. Non, et c'est-à-dire que l'Algérie a moins de pression sur les groupes signataires, notamment la CMA. A plus de pression ou moins de pression? Moins de pression. Moins de pression. Écoutez, comme je vous l'ai dit, l'Algérie a moins de pression probablement sur toutes les parties. C'est l'Algérie qui préside aujourd'hui le CSA. Je vous ai rappelé les caractéristiques géographiques aussi du pays. Donc l'Algérie a une influence sur les acteurs, sur les parties maliennes. Ne serait-ce parce qu'elle a abrité quand même les négociations ayant débouché à l'accord de paix. Et parce qu'elle joue un rôle central aujourd'hui aussi. Bon, après on lui prête souvent des intentions. Je ne sais pas si elle les a ou pas, mais on estime par exemple que l'Algérie joue un double jeu dans le nord du Mali en couvrant certains acteurs non signataires de l'accord de paix comme Iyad Agali, pour ne pas dire son nom. L'Algérie a un poids diplomatique, militaire, politique, économique important dans le nord du Mali. Donc c'est sur la base de tous ces éléments-là que le Premier ministre estime qu'il est important qu'il consacre sa première visite internationale à l'Algérie afin de négocier, comme je vous l'ai dit, des enjeux sous-jacents, des enjeux qui n'apparaîtront pas dans le communiqué final, mais qui ont probablement fait l'objet de discussions bilatérales entre le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga et son homologue algérien. D'accord. Bourgeot, si l'Algérie peut faire avancer la situation positivement, pourquoi les autorités algériennes ne le font pas directement? Avons-nous besoin de négocier pour cela en tant que médiateur? Oui, parce que sa fonction de médiateur, c'est autre chose. Mais auparavant, je voudrais répondre à la question d'un intervenant. Ce que je viens de dire, vous pouvez le trouver sur la toile, qui a publié le programme d'entretien, les horaires, les jours, les noms des personnes rencontrées, etc.
c'est pas du tout un secret, hein, vous trouvez tout ça sur la toile, tout ça a été c'est déjà diffusé. Alors maintenant, pour répondre plus directement au séjour du Premier ministre en Algérie, c'est pas la première fois. Lorsque Soumaïlou Boubèye Maïga était ministre des Affaires étrangères sous la présidence de Hamani Toumani Touré, il avait été l'artisan du rapprochement avec l'Algérie. Donc ce séjour qu'il fait le lendemain, je crois, ou 2 jours après sa nomination avec les autorités algériennes, je crois savoir qu'il était accompagné aussi du ministre de la Défense et du ministre des Affaires étrangères. Il s'inscrit dans la continuité politique qu'il avait assurée lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères. Je crois qu'il a une analyse parfaitement réaliste de la situation et que je suppose qu'il a dû en tirer les points de vue suivants, c'est que rien ne peut se faire pratiquement dans tous les domaines, donc particulièrement dans le domaine de la sécurité, mais j'y reviendrai tout à l'heure, si l'Algérie n'est pas là. Je pense je crois que le Premier ministre actuel doit penser que l'Algérie est incontournable. D'autant qu'actuellement se met en place le G5 Sahel. Alors le problème avec l'Algérie à cet égard, c'est que la constitution algérienne interdit la présence de militaires algériens en dehors des frontières algériennes. Alors peut-être que l'objet de la négociation, c'est comment l'armée algérienne peut intervenir pour sécuriser les frontières. Parce que ce n'est pas les forces armées maliennes qui peuvent sécuriser 1376 km de frontières communes avec l'Algérie, d'autant que ces forces armées maliennes doivent aussi être sur d'autres fronts. Donc je suppose qu'il y a eu ce genre de choses. Mais encore une fois, en tout état de cause, il est particulièrement significatif sur le plan politique que le premier séjour à l'étranger s'est fait en Algérie. Alors après, mais bon, c'est de la conjoncture, c'est des hypothèses. Lors de la visite d'État du Premier ministre russe, M. Medvedev, en Algérie, ça a duré, je crois, 2 jours, et il a été à l'ordre du jour aussi des négociations, dont on ne connaît pas bien sûr le contenu, sur la situation sécuritaire au Sahel. Donc on comprend aussi si effectivement le Premier ministre actuel s'est rendu rapidement aussi en Algérie. C'est-à-dire qu'il va y avoir un élargissement dans les rapports d'alliance, dans les rapports d'intervention autres que ceux classiques. Alors maintenant se pose aussi le problème suivant, c'est que est-ce que le G5 Sahel tel qu'il est actuellement, il est loin d'être homogène, puisqu'il y a des interventions de nature diplomatique et politique différentes. Les États-Unis d'Amérique, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, je crois aussi également les Chinois, interviennent dans le cadre de relations bilatérales. Dans le cadre des relations bilatérales, ils financent dans ce cadre-là, mais dans le cadre des relations bilatérales, ça ne dit pas une durée. Ça veut dire que lorsque ces relations peuvent être dénoncées à la faveur de certaines circonstances, ce qui est quand même très différent de la nature des relations lorsqu'il s'inscrit dans le multilatéralisme. Dans le multilatéralisme, les contraintes sont beaucoup plus grandes. Donc il n'y a pas encore quelque chose de très, très homogène dans ce G5 Sahel. Donc, actuellement, il continue dans la priorité qui est le Liptako Gourma, à juste titre, puisque c'est là aussi qu'il y a le plus de turbulences exercées par les groupes armés salafistes djihadistes. D'accord. D'accord. Monsieur Niang, est-ce que certains ont le droit de penser que l'Algérie joue un double jeu comme le pense Monsieur Maïga? Non, je n'ai pas dit que vous pensez que l'Algérie joue un double jeu, que certains pensent que l'Algérie joue un double jeu. Est-ce que ces gens ont raison de penser que l'Algérie joue un double jeu? Moi qui vous réponds, oui. L'analyse montre que l'Algérie joue un double jeu. C'est tout à fait normal en diplomatie. Ce n'est pas interdit. Les intérêts de l'Algérie, ce n'est certainement pas dans le même sens que ce que nous voulons aujourd'hui pour la paix dans cette partie du pays ou que la France veut. Si jamais on donnait l'indépendance aux États de l'Azawad, cela aura une répercussion sur l'Algérie, sur l'intégrité territoriale de l'Algérie. Donc c'est tout à fait normal que l'Algérie se met à jouer sur 2 tableaux. Nous n'aurons jamais la stabilité dans notre pays si effectivement, comme Bourgeois l'a dit, par exemple, si l'Algérie continue à dire que ma constitution m'interdit de rejoindre, par exemple, une force internationale pour aller faire la lutte d'ensemble contre un fléau que eux-mêmes, il y a 20 ans, ils ont lutté contre. Donc, il n'y a aucune raison que le Grand Sahel
Parce que Donc, si j'ai bien compris, le double jeu, c'est que les Algériens aident les Maliens, les autorités maliennes et également la CMA. Oui, ceux qui sont cachés là, ils sont cachés où? Et puis disons. Voulez-vous dire qu'ils sont cachés en Algérie? Absolument. Et là, et l'économie en particulier. Si aujourd'hui l'Algérie interdit le ravitaillement en carburant seulement et en nourriture, il n'y a plus de djihadistes dans le Sahara. Il faut pas se leurrer là-dessus. Économiquement, ils gagnent beaucoup plus. Les hommes d'affaires algériens font beaucoup d'argent sur la crise malienne, sur la crise dans le Sahel, sur la crise dans le Grand Sahara, si on peut l'appeler ainsi. Maintenant, quand les autres disent qu'ils vont se mettre ensemble pour créer une unicité, le mouvement pour le Grand Sahel, l'État islamique pour le Grand Sahara, oui. Est-ce que cela maintenant va amener l'Algérie à changer? Ça, c'est autre chose. Bon, Boubei Maïga, Soumaïla Boubei Maïga est parti en Algérie parce que c'est un fan de l'Algérie aussi, ça il faut le savoir. Le premier ambassadeur qu'il a vu, c'était l'Algérie. Mais il a fait immédiatement aussi le jeu qu'il faut diplomatiquement, qui n'est pas un double jeu, c'était de voir aussi l'ambassadeur du Maroc. Parce que pourquoi est-il un fan de l'Algérie, le Premier ministre? Mais je crois que c'est connu. C'est connu. Bon, il y a des gens qui ont toujours des... Il y en a qui sont américains, il y en a qui sont français. Bon, je crois que ça, c'est tout à fait normal. Mais la manière dont il est en train de procéder, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que le temps n'est plus à notre faveur. Nous avons 6 mois pour avoir toutes les élections. Et les élections, ils ont besoin d'argent. Est-ce que le grand frère Algérie est prêt à leur donner un peu d'argent? On n'en parle pas. Ils ont besoin de sécurité pour faire les élections de ce côté-là. Est-ce que les gens vont traverser tout Bamako jusqu'à la frontière algérienne pour aller faire les élections? Ou bien ils peuvent sauter par avion pour aller du côté de l'Algérie et puis rentrer par exemple sur le Mali? Parce que si Ibeka dit qu'il va organiser les élections en avril, je suis persuadé que Boubei Maïga doit avoir un plan d'opération sans faille. Et ça ne peut pas avoir lieu sans l'accord d'Algérie. L'Algérie peut le saboter, comme l'Algérie peut aider à le réussir à un certain niveau. Donc, l'Algérie est une pièce maîtresse pour le Mali. Le Mali a joué une pièce maîtresse pour la stabilité de l'Algérie. Et si l'Algérie joue le même jeu dignement et positivement et sans trop de calcul, de faux calculs surtout en particulier, je crois que ce serait une très bonne chose. D'accord. Vous étiez tout de suite en train de parler de cette union des djihadistes contre le G5 Sahel. Monsieur Bourgeot, au moment où on parle de l'accélération de la force G5 Sahel, également, il y a les djihadistes qui disent qu'ils vont s'unir contre cette force. Alors, doit-on prendre cette menace au sérieux? En tout cas, ce n'est pas une réaction qui est inédite et qui est nouvelle. À chaque fois qu'il y a une réorganisation venant de l'extérieur, les groupes armés salafistes djihadistes disent on va se réorganiser. Et effectivement, ils se réorganisent. Ils ont des capacités d'adaptation, y compris sur le plan stratégique et sur le plan politique, qui sont assez redoutables. Alors dire qu'ils vont se réorganiser, c'est pas du tout surprenant. Mais encore une fois, je m'étais déjà posé la question, est-ce qu'il existerait, c'est inconditionnel, une internationale salafiste djihadiste, parce que on voit bien quand même que sur l'ensemble des espaces occupés par ces groupes armés, on voit bien qu'il y a des adaptations quasiment structurelles. Alors, est-ce que ça veut dire, si cette internationale djihadiste intervenait, elle ne fonctionnerait pas d'une manière verticale, elle fonctionnerait d'une manière très locale, parce qu'on voit bien que localement, ils ont des capacités de réaction redoutable, ça veut dire redoutable dans le sens de la rapidité et de l'adaptation à de nouvelles stratégies. C'est une des raisons pour lesquelles, jusqu'à présent, l'opération Barkhane n'a pas réussi à éradiquer ces mouvements-là, puisqu'ils se sont disséminés quasiment sur l'ensemble du territoire malien et à l'extérieur, au point où actuellement, au Burkina Faso, il y a sanctuarisation, présence pérenne d'un groupe salafiste djihadiste qui s'inscrit dans le prolongement de Koufa et qui est dirigé par quelqu'un qui s'appelle Diallo. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose de très fort. Maintenant, si vous permettez, l'opérationnalité de G5 Sahel va demander du temps, 1 an, 2 ans, 6 mois, je ne saurais pas, mais au minimum 1 an. Or, on dit qu'il y aurait
000 moudjahidines de l'État islamique vaincus militairement, je dis bien militairement, en Irak et en partie en Syrie, qui seraient susceptibles d'envahir le continent africain et plus particulièrement le Sahel. Ça veut dire que ces gens-là risquent d'arriver avant l'opérationnalité du G5 Sahel. Donc, vous voyez un petit peu les conséquences que ça pourrait avoir. Alors, Monsieur Maïga, s'ils arrivent avant l'opérationnalisation de la force G5 Sahel, est-ce que Barkhane et G5 Sahel pourront relever le défi? Vaste question et question complexe. Je ne sais pas, enfin, je pense que le G5, enfin, la force conjointe du G5 Sahel, pour être beaucoup plus précis, est en train de se construire pas à pas. On peut peut-être déplorer la lenteur de la mise en place ou de l'opérationnalisation de cette force conjointe du G5 Sahel. Et il faut noter que la rencontre de Paris, donc, qui s'est tenue hier, à laquelle ont pris part à la fois les ministres des forces de défense des 5 pays du G5, mais également de la France, mais les chefs d'état-major. Les chefs d'état-major des 5 pays du G5 Sahel. Donc c'est important. C'est important que cette force conjointe du G5 Sahel se mette en place très rapidement. On annonce également la mise en œuvre ou le lancement d'une seconde opération après l'opération Raoubi. Probablement toujours dans la même zone. Quand je dis dans la même zone, dans la zone des 3 frontières, c'est-à-dire Mali, Burkina, Niger, cet espace qu'on appelle l'Iptako-Gourma, donc la région du Liptako-Gourma, qui est effectivement la région qui connaît le plus grand nombre de turbulences en ce moment, qui traverse des turbulences fortes. Alors, on va vers une seconde opération. On ira probablement vers une troisième opération parce que d'ici là, est-ce que les États du G5 Sahel pourront consolider cette force de nature à la déployer en totalité, d'abord sur l'espace du G5 Sahel, mais de façon permanente. Parce que, effectivement, on parle beaucoup du fait que la réponse militaire, la réponse sécuritaire à elle seule ne viendra pas à bout de cette menace qui est multidimensionnelle. Mais en même temps, quand vous interrogez les populations justement dans cette zone des 3 frontières, Mali, Burkina, Niger, vous vous rendrez compte que la sécurité demeure quand même la principale préoccupation de ces populations-là. Donc la réponse militaire est également un outil important dans la stabilisation de ces espaces-là. Maintenant, ce qu'il faut bien préciser, ce qu'il est important de bien peaufiner, c'est les contours de cette intervention militaire qui doit se faire avec les populations et pas comme elle se fait actuellement, mais parce que les populations perçoivent un peu avec appréhension l'arrivée des forces du G5 Sahel, probablement parce qu'il y a un déficit de communication sur ces opérations. Mais les militaires sont un peu tiraillés entre donner beaucoup d'informations aux populations ou suffisamment d'informations aux populations et ne pas fournir des informations à l'ennemi ou ceux qui sont considérés comme étant des ennemis. Mais il est important quand même d'aller très rapidement probablement à l'opérationnalisation de cette force conjointe du G5 Sahel. Mais on parle de 6 000, moi j'en sais rien. Effectivement, c'est des chiffres qui viennent même de l'UA, de l'Union africaine c'est l'Union africaine qui avance ces chiffres-là. Maintenant, la temporalité, à quel moment ces djihadistes défaits militairement, comme il l'a rappelé, reviendront au Sahel ou dans le Grand Sahara, ça, j'en sais absolument rien. Tout ce que je sais, en dehors même du fait que cette crainte existe, il y a un besoin urgent de sécuriser les populations qui sont là et qui vivent le martyre depuis au moins 3-4 ans. Est-ce qu'ils pourront relever le défi sans l'Algérie? Probablement que non. Probablement que non. Je pense que les acteurs en sont conscients eux-mêmes. Maintenant, pour différents obstacles, pour différentes raisons, l'Algérie ne fait pas partie du G5 Sahel. L'Algérie n'est pas impliquée dans la force conjointe du G5 Sahel. Maintenant, il faut voir est-ce qu'il n'y a pas d'autres types de modalités pour justement associer l'Algérie à la force conjointe du G5 Sahel. Je pense que les acteurs à la fois militaires et politiques de la force conjointe du G5 Sahel en sont conscients. Il ne faut pas penser que nous sommes les seuls à savoir que l'Algérie a un rôle prépondérant à jouer dans cette région. Ils en sont conscients. Je pense qu'il y a des défis à la fois politiques, diplomatiques qui font que l'Algérie, je pense que ces défis ont été rappelés par le professeur Niang, ces défis bloquent
une implication plus grande de l'Algérie. Mais il ne faut pas non plus oublier, c'est important de le rappeler, qu'il y a une expérience antérieure à la force conjointe du G5 Sahel. Il y a le CEMOC, qui est quand même une initiative qui n'est pas allée très loin. On le qualifie d'ailleurs comme étant la seule opération sans troupes de toute l'histoire de l'humanité. Je ne sais pas si c'est la seule et unique opération sans troupes, mais il est vrai que le CEMOC n'a pas donné les résultats escomptés. D'accord. Alors, quand on vient au Mali ici, le centre du pays inquiète même le Conseil de sécurité de l'ONU, et il y a la primature qui annonce une vaste opération en 2018. À quoi peut-on s'attendre par rapport à cette opération, M. Niang? Bon, sans la population, Maïga a effleuré ça. En fait, l'intervention de la population, c'est la défense civile. La défense civile, tant que la défense civile n'est pas la priorité des priorités et qui revient à la sécurité économique, tant qu'il y a toujours des problèmes entre les populations du centre en ce qui concerne la répartition des ressources économiques et des ressources naturelles, les éleveurs et les agriculteurs. Et aussi longtemps que la diaspora de ces régions à Bamako est propriétaire de troupeaux, mais sans être vivant là-bas, donc en augmentant la pression sur la demande pour les ressources agricoles, aussi bien que les ressources de pâturage, eh bien, il y aura des problèmes. Aussi longtemps que ceux qui sont ici politiquement pensent que c'est ainsi qu'ils peuvent avoir beaucoup plus de conseillers, beaucoup plus de postes de maire et tout, il y aura des problèmes. Et je ne pense pas, en toute sincérité, que G5 Sahel, c'est la formule. On a toujours dit ça. Ce qu'il fallait, il fallait une co-entreprise sécuritaire de l'Afrique qui aura l'Algérie. Le Grand Sahel, c'est 13 pays. En tout cas, c'est comme ça que les Américains l'ont défini. Et c'est dans ça que moi j'ai donné mon cours sur la lutte d'extrême violence. C'était des généraux algériens qui étaient dans la salle, marocains, sénégalais. Ils sont tous absents. Nigériens, ils sont tous absents du G5 Sahel. Donc, le G5 Sahel était pour la France de se sortir de son échec de la lutte d'extrême violence qui a eu lieu entre les forces spéciales françaises et les forces combattantes des pays arabes et africaines, supportées par le Qatar, l'Arabie Saoudite, puis ainsi de suite, sous le regard des Américains, of course. Mais tout ça, c'était le combat pour avoir accès aux ressources naturelles de l'ancienne région saharienne de la France, n'est-ce pas? Donc, le centre ne peut pas être équilibré. Le Premier ministre n'a pas les moyens, n'a pas les ressources nécessaires, mais en tant que citoyen, on dit oui, on l'encourage là-dedans, on dit que Dieu fasse qu'il ait les ressources, parce que la guerre aussi, c'est une guerre d'idées, de communication en réalité. Il faut communiquer des fois aussi pour faire tomber son ennemi. Mais ça m'étonnerait beaucoup que d'ici avril, que d'ici les élections présidentielles, qu'une mobilisation quelconque dans le Liptako-Gourma qui est assez vaste, qui est assez compliqué, et avec le mois d'avril qui vient, le mois de la chaleur qui vient, ça va être extrêmement difficile pour opérationnaliser les choses. Il y a un autre problème aussi, c'est que Ibeka n'est plus le président du G5 Sahel dans peu de temps. Février. À partir de février. À partir de février. C'est transféré. La décision peut être difficile. Si la décision était toujours ici, c'était plus facile. Mais si la décision se trouve ailleurs, et surtout qu'il y a des suspicions énormes en ce qui concerne les Maliens pour la gestion des ressources financières. Donc même les 300 millions qui sont annoncés maintenant ne sortiront pas aussi facilement. Peut-être que ça peut sortir pour aller au Niger. Il y a la mise en place d'un fonds fiduciaire qui est prévu pour gérer les fonds. Oui. Ce sont les hommes. Ce n'est pas les mécanismes qui manquent. D'accord. Bourgeot, selon vous, face à toute cette situation, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Quelles peuvent être les solutions pour sortir de ce problème? Les solutions, si on les a pas trouvées jusqu'à maintenant, c'est pas moi qui vais les trouver. Quelles sont vos propositions, vous? Mes propositions, c'est que, encore une fois, on ne peut pas aller dans le sens de mesures exclusivement sécuritaires.
Donc se pose ensuite le problème de la nature des relations avec les populations concernées, si toutefois il y a possibilité d'instaurer des relations particulières avec les populations concernées. On est toujours dans le dilemme suivant, c'est il ne peut pas y avoir dans la problématique sécurité et développement, que tout le monde reconnaît qu'on ne peut pas faire de développement s'il n'y a pas de sécurité. Alors jusqu'à maintenant, l'insécurité n'a cessé de s'élargir. Donc comment voulez-vous que moi, petit chercheur, j'envisage des solutions qui seraient susceptibles de sortir de la crise? Si personne n'a pu trouver de solution, c'est pas moi qui vais faire proposer quelque chose. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de dramatique. J'observe que ça se dégrade de jour en jour. Et ça neutralise toutes les forces. C'est-à-dire que si effectivement le peuple malien ne prend pas en main son destin, bon, ce sera la porte ouverte à tout et à n'importe quoi. Maintenant, le problème des élections, c'est encore de la politique à courte vue, parce que c'est de l'immédiateté. On a déjà vu ça avec les élections présidentielles ou les élections présidentielles précédentes, où la France a fait pression pour qu'il fallait qu'il y ait des élections. Les élections ont eu lieu. Est-ce qu'elles ont résolu les problèmes politiques? Pas du tout, puisque ces problèmes politiques se sont aggravés. Donc vous voyez un peu le dilemme, la difficulté pour faire des propositions d'une part. D'autre part, la communication est difficilement audible et je n'entends pas ce que disent les intervenants. Donc vous voyez, c'est un débat qui est un peu difficile à mener à cause de problèmes d'ordre technique. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas également remettre en cause l'union des différents pays du Sahel, puisque comment les djihadistes peuvent quitter un pays et rentrer dans un autre sans que les différentes autorités ne soient au courant? Est-ce qu'il ne faut pas remettre en cause cette union? Oui, ça repose le problème que le G5 Sahel est une initiative française. C'est une initiative française au vu de ce qui s'est passé hier ou avant-hier. On voit bien que maintenant, Barkhane agira d'une manière complémentaire au G5 Sahel, mais elle aura sa part d'autonomie. Cette part d'autonomie, est-ce que ce n'est pas un processus qui va conduire dans 6 mois, 1 an ou 2 ans, j'en sais rien, au fait que Barkhane se retire de la situation si le G5 Sahel a les capacités de créer une situation, des conditions de ce retrait. Mais déjà, dans cette deuxième phase-là, avec le séjour, la réunion qui a eu à Paris, la question que l'on peut se poser, mais c'est une question que moi je me pose, c'est pas du tout, ça ne rend pas à des connaissances objectives, c'est est-ce que le processus de distanciation, si vous voulez, de Barkhane par rapport au G5 Sahel n'est pas déjà en train de se mettre en œuvre avec l'urgence autour du dictateur Gourma? Alors Maïga, est-ce que ce sont les hommes ou les stratégies qu'il faut remettre en cause, puisque tous ces pays s'allient, mais on n'arrive toujours pas à trouver une solution face à cette situation? Je pense qu'il y a un peu des deux. Maintenant, je pense foncièrement que ce qui a été révélé c'est fait relever par Bourgeot au téléphone, la dictature de l'immédiateté, c'est-à-dire on veut des résultats tout de suite, maintenant, et malheureusement, ça nous éloigne des solutions ou des réponses durables. Vous lui demandiez tout à l'heure quelles sont les réponses ou quelles sont les solutions qu'il pourrait préconiser pour la suite. Personne ne peut se prononcer, ou en tout cas les gens refusent de se prononcer parce que les solutions qui sont mises sur la table depuis plusieurs années sont considérées soit comme utopistes, soit comme des solutions à long terme, et donc qui sont occultées, qui sont exclues du débat politique. Or aujourd'hui, la vérité c'est qu'il n'y a pas de solution facile, il n'y a pas de solution à court terme, il n'y a pas de solution immédiate. Et moi je crois que ce sera probablement l'une des limites évidentes auxquelles fera face le nouveau Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga, puisqu'il lui-même est dans l'immédiateté. Il est obligé d'avoir des résultats dans les 2-3 prochains mois. Il annonce une vaste opération dans le centre du pays. Cette opération, elle est destinée à quoi? C'est quoi son objectif? L'objectif de cette opération, en plus de la communication derrière cette opération, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose, il y a un nouveau Premier ministre avec un nouveau style, on essaie d'avoir des résultats immédiats, quitte à sacrifier des éléments importants pour le futur, quitte à occulter des réponses qui peuvent commencer aujourd'hui, mais qui produiront probablement des résultats dans 2 ans, dans 3 ans. Alors, il a été ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères, le président a changé de ministre, et maintenant, qu'est-ce qui vous prouve qu'en tant que Premier ministre, il va pouvoir changer quelque chose? Alors,
je ne dis pas qu'il va pouvoir changer les choses. Je dis simplement que déjà il a un bagage, ça on peut le lui reconnaître. Il a une expérience au niveau national. Je l'ai rappelé ici lors d'une émission passée. Il a une expérience nationale, une expérience continentale. Il était avant d'être nommé secrétaire général de la présidence, il était à l'Union africaine comme envoyé spécial chargé de la question du terrorisme. Mais tout ça, c'est pour vous dire que c'est quelqu'un qui a une expérience, quelqu'un qui sait qu'il est obligé de produire, d'avoir des résultats tout de suite, mais c'est quelqu'un aussi qui s'inscrit quand même beaucoup plus dans la tactique que dans la stratégie. Et je pense que beaucoup de Maliens le reconnaissent, et c'est probablement l'un des éléments qui a penché en sa faveur pour sa nomination à la primature. D'accord, alors plus de temps, c'est ce qui met fin à ce débat avec des spécialistes seulement. Abdoulaye Niang, chercheur au Centre Séné, Ibrahim Maïga, chercheur à l'Institut d'études de sécurité ISS, et André Bourgeot, chercheur au CNRS de Paris. Je suis Mohamedou Touré, débat réalisé par Fatmata Togola, à la mise en onde Phili Dambélé, régie vidéo assurée par Gagné Kanté. À demain pour un prochain numéro. Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenni Beri Halud Maudi. Shenni Beri Sigi Kafoba.